Nous allons maintenant commencer cette table ronde francophone. Il est 18h30 et donc on va respecter les horaires. Merci d'être venu. Bonsoir à tout le monde. C'est un honneur pour le PTS d'avoir ces éminents responsables, opérateurs de stations qui opèrent sur les réseaux, que ce soit leur réseau interne chez eux, que ce soit aussi le réseau du PTS, réseau de surveillance. Donc je vais vous présenter, à commencer par celui qui est à ma droite, à l'extrémité, à ma gauche. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ici Monsieur Benjamin Kouassi. Lui, il est maître de conférence à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il est aussi également un chercheur au niveau de la station ivoirienne de l'AMTO et il est le responsable de la station des stations I-17CI, station infrasonique, et la station primaire PS15. OK, voilà. La seconde personne qui fait partie de notre panel aujourd'hui, c'est Madame Tsiri, le nom c'est assez long, Rakutundainibe, Tsiri Andrimanana, mais on l'appelle chez nous Titi. Je dis chez nous parce que moi j'y étais avant, Madame Titi, c'est plus simple. Elle est responsable. D'abord, elle est chercheure au sein de l'université d'Antananarive, qui fait partie, où le Centre national de données fait partie. Donc, elle travaille et à l'université et dans le Centre national de données, qui est responsable aussi de la station auxiliaire AS61 et la station infrasonique I-33MG. Voilà. Ensuite, à ma droite, on a monsieur le président Abdul Wahab Djibo, qui est le président de l'ANAE, l'ANEA, voilà. ANEA, c'est la haute autorité nigérienne de l'énergie atomique. Lui, il est un géophysicien et il s'occupe des stations PS26, station radionucléide RN48, et très bientôt en opération la station noble gaz NX48. Et enfin, à l'extrémité, nous avons aussi un personnage qui est aussi important dans le système, qui est M. Kasmi, Mohamed Kasmi. Il est ingénieur, il est le responsable de la station marocaine, la station auxiliaire marocaine, qui est le AS66, et responsable également de tout le réseau sismique de surveillance du Maroc, du royaume du Maroc, mais également aussi qui fait partie du réseau méditerranéen de surveillance aussi sismique. Voilà, nous avons donc devant nous ce panel, un très joli panel francophone. Tout le monde ici parle français, pas besoin de t'interprète. Et moi, je suis Gérard Ramboulaman, je travaille au sein du PTS, du STP, et je suis responsable, chef de section au sein du Centre international de données, de tout ce qui concerne les traitements des données pour les produits qui vont sortir, que ce soit les bulletins, que ce soit radionucléide, que ce soit en infrason, en sismique et en hydroacoustique. Voilà. Mesdames et messieurs, alors je vous demande maintenant de nous parler ici, devant l'assistance ici, des difficultés que vous avez rencontrées lors des installations, lors des mises en place des stations dont vous opérez. Sûrement que vous avez rencontré des problèmes. Si ça a été facile, eh bien, tout le monde avait le pouvoir de le faire. Mais sûrement qu'il y avait des difficultés. Et on va parler des difficultés.
On va parler aussi, non pas uniquement de difficultés, mais de trouver des solutions. Donc, je demande à Madame Tsitsi, qui est à ma gauche, de commencer le débat. Quand vous avez installé vos stations, comment avez-vous perçu les difficultés sur terrain, les difficultés aussi au niveau des administrations? Les difficultés, on va parler des difficultés d'abord. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les stations auxquelles j'ai participé à installer. Et ensuite, je tiens à répondre à toutes vos questions sur les difficultés ainsi que les expériences et les défis dont j'ai vécu durant l'installation et pendant la visite des stations dont j'ai participé. We have the presentation. We just have a technical difficulty with the projector. Ouh là là. And we will try to find a solution for that right now. Ok, ils ont des problèmes techniques ici, mais bon, enfin. Ok. Vous pouvez quand même continuer à discuter de ce que vous avez. Ok. Tout d'abord, j'ai participé à installer des temporaires stations innovants dans le projet Macomo. Mais avant ça, je suis responsable de la visite des stations CTPTO qui sont AS61 et I33MG. Les problèmes dont j'ai vécu et notre collègue durant l'installation de ces stations sont tout d'abord l'identification de toutes les places où on peut installer la station et aussi la relation avec les local government, c'est-à-dire les présidents des régions ou des Fuktan, on dit ça Fuktan à Madagascar. Ce sont des local areas, zones locales dans chaque communauté. On doit préparer des lettres officielles au sein du gouvernement auxquelles nous devons présenter pour les locaux. Ainsi, les lettres doivent être acceptées par les chefs de la zone. Notre problème était de trouver la place la meilleure place auquel on doit installer la station, puisque c'est très important de sélectionner les zones auxquelles on peut avoir des données très importantes, surtout les stations sismiques. Ensuite, nous avons vécu des problèmes matériels auxquels il y avait des rats, des serpents qui détruisent les matériels, surtout dans les zones les très, je sais pas. Reculées. Dans les zones reculées, pardon. D'après nos expériences, on doit se préparer à tout ça et on doit préparer les matériels très, très solides qui peuvent nous aider à organiser l'installation de ces stations. Ensuite,
nous avons pu trouver aussi quelques problèmes pendant l'installation des stations, c'est-à-dire lors de notre voyage pour l'installation de ces stations, on a pu trouver des problèmes sur les visites des stations ainsi que les problèmes de l'insécurité auxquels nous n'avons pas pu régler jusqu'à maintenant parce que aujourd'hui il est très difficile de trouver des relations avec les gouvernements auxquels nous devrons à résoudre. Donc, nous avons pu appeler quelques responsables au sein de notre zone auquel nous avons travaillé et il nous a donné des responsables, des gardiens comme gardiens sur la sécurité des stations. Notre défi, c'est de la réglementation des matériels et aussi la relation, l'improvement de la relation entre les chefs de chaque zone et ainsi que la préparation de l'installation de chaque station. Je m'excuse, une petite demande de l'ordre du côté technique ici. Le projecteur, là, tout à fait au fond, a sauté et s'est brûlé. Il demande de 5 minutes à nous de rallonger un peu la session afin qu'il puisse installer un autre matériel afin que vous puissiez suivre les explications. OK, go ahead. 5 minutes. Fui soms zeggen. Le suivant, ce sera toi, Casimir. D'accord. We expect that we have also the feedback screen for us here for the program. Je vous remercie pour votre patience et puis pour cette petite endurance parce que là, les problèmes techniques, des fois, ça surgit là où on ne voulait pas les avoir. Mais ça fait partie des opérations sur terrain aussi. Et je pense que vous tous ici, en tant qu'opérateurs de station, vous connaissez ce problème. Or if you can put it that somewhere here, over there. Yes, that's good. 2 minutes.
Fantastic. Thank you so much. So we can launch now the OK, good. OK. Vas-y maintenant. D'après ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai participé à l'installation de quelques stations à Madagascar, surtout les stations temporaires et aussi les 2 stations AS61 et I33MG. D'après ce que vous avez vu ici, il y a trop de stations à Madagascar ici. Et il y avait aussi un projet appelé Makomo dont j'ai participé personnellement à l'installation de ces stations. Et d'après ce que je viens de dire tout à l'heure, il y avait quelques défis et des problèmes dont on a rencontré lors de l'installation de ces stations, qui sont le problème de l'accès à l'identification des zones dont on a besoin d'installer les stations et la relation avec les locaux. La relation avec les présidents locaux et ainsi l'insécurité sur les différentes stations. Pour cela, nous avons pu résoudre notre problème, c'est-à-dire de créer une relation très, très, très intense avec les locaux en se préparant des lettres officielles et ainsi de trouver des cartes de sécurité pour la vérification et le contrôle de chaque station. Et on a pu vérifier ça après 3 mois. À chaque 3 mois, on a pu faire une visite sur les stations et se contacter avec la sécurité afin de voir tous les problèmes dont il est passé dans les différentes stations. Ce sont les problèmes dont on a vécu lors de l'installation et lors de la visite des stations à Madagascar. Merci. Bon, je vous remercie pour cette intervention dans le temps. Donc, si on a bien compris, donc, vous avez rencontré des problèmes au niveau des recherches des sites et puis les problèmes au niveau de sécurité. Voilà. Donc là, maintenant, je passe la parole à notre second intervenant, c'est Monsieur Kasmi Mohamed. À vous la parole maintenant. Merci beaucoup. Je suis Mohamed Kasmi de l'Institut national de géophysique. Je suis aussi responsable de l'opérateur station de AS 066 et aussi le responsable du service qui gère un peu le réseau national de surveillance sismique. Notre réseau est actuellement, il contient à peu près 40 stations télémétrie avec des transmissions par satellite. Donc, pour nous, la station de l'AMS KS0 fait partie de ce réseau. Et heureusement, parce que ça nous permet d'entretenir cette station sans problème, parce qu'il fait partie du réseau national, il est intégré, donc on l'exploite, même les données sont exploitées de la même façon que les stations sismiques du réseau. Là, on voit ici dans cette image un peu la situation de la station de l'AMS. C'était une station, auparavant, la station de l'AMS était une station qui a été choisie pour le projet MidNet, Mediterranean Network. C'est un projet qui a été initié par l'Institut national de géophysique volcanologie de l'Italie. Donc, ils ont installé plusieurs stations dans la rive sud et la rive nord de la Méditerranée pour surveiller un peu l'activité dans les 2 rives de la Méditerranée. Et la station, donc AS66, c'était l'une des stations de ce réseau. Après donc, la création de l'OTIS, lorsque l'OTIS a été créé, donc l'organisation a demandé au Maroc à ce que cette station qui était pour MidNet soit une station de l'AMS. Donc on avait donc déplacé les équipements, les anciens équipements qui étaient des équipements un peu performants. Auparavant, c'était une station very broadband, très largement de 360 secondes de période. STS1 contient un capteur STS1 très large bande.
Après, donc, avec la CTBTE, donc, on a installé un capteur STS2, un peu moins large, qui est un peu moins large. Bon, donc, ouais, sur cette image, on voit un peu la situation. Donc, c'est une région montagneuse et c'est une ancienne mine. Bon, la station est installée dans un tunnel d'une ancienne mine. Donc, c'est un bon site du point de vue bruit de fond, mais qu'il y a des difficultés qu'on va voir. Vous entendez pas bien? D'accord. Ça, c'est une vue générale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une vue d'ensemble. Je vous d'ensemble de la station. Vous voyez au haut de la montagne, donc il y a la partie alimentation électrique, donc il y a les panneaux solaires, il y a des batteries, donc dans les deux dans le local là, je ne sais pas s'il y a, non, je vois rien. Donc il y a les panneaux solaires et les batteries et un onduleur pour générer la tension de 120 volts alternative pour alimenter les équipements VSAT. C'est qu'on voit ici, donc il y a donc à l'intérieur du tunnel, donc il y a un tunnel, donc on descend des câbles du haut vers le bas, donc vers un tunnel où il y a les équipements JCI et les équipements de l'AMS. Ça, c'est les réseaux un peu marocains. Donc, c'est en cours de construction parce qu'on essaie de densifier le réseau dans le nord et on va descendre vers le sud aussi. Donc, on aura quelques stations dans le sud, malgré que ce n'est pas aussi sismique, mais on doit avoir parce qu'il y a les îles Canaries, il y a des zones volcanologiques à côté, donc qui génèrent de temps en temps une activité sismique. Donc, on doit avoir quelques stations dans le sud. Donc, je ne sais pas, j'arrive pas à voir ça. Donc, quelques problèmes qu'on avait rencontrés pour cette station de l'AMS, comme pour les autres. Il y a le problème toujours de la sécurité, comme notre collègue a dit. Donc, toujours, il y a un problème de sécurité pour trouver un site sécurisé. Ça, c'est un défi pour tout le monde. Je ne sais pas, pour nous c'était un grand défi. Il y a un problème lié à la nature de l'alimentation par panneaux solaires. Donc, de temps en temps, il y a des arrêts, surtout s'il n'y a pas assez d'ensoleillement pendant l'hiver. Actuellement, on commence à souffrir du problème des panneaux solaires qui commencent à prendre de l'âge, parce qu'actuellement, les panneaux actuels, ils ont été installés en 2004, ça veut dire à peu près 20 ans. Ça veut dire que les panneaux solaires sont presque... La rentabilité devient très faible. Donc, il faut penser à les changer. En tant qu'une station auxiliaire, ça sera un peu... Il faut un budget spécial pour ça. Ça, les batteries, la même chose. Les batteries, actuellement, ils ont à peu près 10 ans. Donc, pour tout ça, donc, il faut un budget de l'État. On verra ce que c'était peut contribuer, ou bien c'est l'État marocain de reprendre en charge la mise à niveau de cette station. Ça, quelques images des difficultés parce qu'on n'a pas accès pour accéder à la station, que ce soit au tunnel où il y a les équipements AMS-JCA ou les équipements de l'alimentation, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'itinéraire correct. Pour installer les batteries, je me rappelle pas la dernière fois en 2014, il fallait deux jours successifs pour des hard workers pour transporter donc les batteries, seulement les batteries vers là-haut. Donc 2 jours successifs. Donc là, c'est difficile, il n'y a rien. Parfois on utilise des ânes, des mules, ça dépend. Mais c'est difficile. Quelques solutions pour la sécurité. On verra les solutions après, mais là, d'abord, ce sont les problèmes. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, les problèmes dont on souffre, que ce soit pour comme j'ai présenté pour la station de l'AMS, il y a beaucoup de problèmes. La sécurité, l'accès aux équipements, il n'y a pas de réseau mobile, on n'a pas de communication sur place. Il y a le vieillissement des équipements, donc il faut penser donc il y aura un problème majeur de budget. Donc, pour les autres stations, c'est presque la même chose. Il y a comme notre collègue l'a dit, donc il y a le problème de choix du site. Toujours, il faut des autorisations pour
pour donc avoir l'autorisation nécessaire pour occuper un site, il faut toujours des autorisations avec que ce soit des locaux, des autorités locales, ainsi de suite. Mais il y a toujours le problème aussi de la sécurité, toujours. Donc, pour nous, on a opté pour des solutions. Peut-être on en discutera après. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et on y reviendra. Une petite question. C'est enfoui à quelques mètres, à combien de mètres dans la terre, la cave sismique? Le tunnel, Oui. c'est à peu près 60 mètres. Ah, d'accord. C'est dans 60 la mètres. montagne. C'est un tunnel d'une ancienne mine. D'accord. On y reviendra tout à l'heure pour les autres questions, parce que normalement, il devait y avoir aussi des questions venant de l'audience. Maintenant, ce n'est pas encore à vous, Monsieur le Président. Non. Allez-y. Parce que vous avez vraiment beaucoup de stations, et je garderai ça pour la dernière présentation. Pas de souci. Monsieur Benjamin Kouassi, D'accord. à vous maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais aussi dire merci au CTBT d'avoir organisé les CNT qui permettent aussi à toutes les nations présentes ici d'exprimer un peu tout ce qu'ils ont comme difficultés et problèmes au niveau de leur station. En tout cas, merci infiniment. Alors, pour la Côte d'Ivoire, déjà beaucoup de problèmes ont été déjà cités. Il y a le chef d'opération Palmer aussi qui est là, qui pourrait peut-être compléter après la situation. Alors, je voulais rappeler simplement qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 2 stations primaires. Il y a la station sismique I-17 et PS15, ou bien DBIC, et à la station primaire infrason IS-17. Alors, au niveau donc de la station sismique, la Côte d'Ivoire gère avec le CEA, le commissariat de l'énergie atomique, d'autres stations privées. Et la difficulté que nous on a avec toutes ces stations, c'est que c'est pouvoir utiliser, maximiser toutes ces données-là pour pouvoir faire les localisations. Mais avant ça, le problème qu'on a sérieusement, c'est le problème d'abord de la distance d'abord de quitter la station pour aller surveiller, d'abord aller sur le terrain pour aller vérifier. Il y a aussi le problème de démographie. Toute la population commence à augmenter et automatiquement on se retrouve avec pas mal de pression sur les surfaces utilisables. Parce que pour l'installation, il faut quand même dégager une surface où personne ne va pouvoir quand même aller faire des plantations. Il y a aussi le problème de sécurité, comme toutes les autres stations. Vraiment, le feu de brousse qui régulièrement passe par là avec les saisons d'exploitation agricole, qui brûle un peu tous les tuyaux, les tuyauteries, les câbles, les consorts. Il y a aussi, dans les caves sismiques, il y a toujours le problème des serpents qui, à tout moment, se retrouvent là-bas. Il y a toujours des difficultés. Pamela et Pierre témoigner. Et ça, c'est vraiment les problèmes d'ordre, je dirais, un peu physique sur le terrain. Mais au point de vue, donc, problème même d'analyse des données, parce que quand on a essayé d'observer, on s'est rendu compte que la plupart de tout ce qu'on a comme détection en zone ouest africaine, c'est pratiquement régional. Donc, il faut trouver une solution pour pouvoir vraiment améliorer cette détection. Et là, on a négocié avec le CTBT PTS en 2018. Nous avons installé une station infrason mobile, mais on était obligé de l'installer à pratiquement 340-500 km d'Abidjan. Bon, là, il faut partir aussi sur le terrain. Mais là, les difficultés sont énormes, puisqu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir faire un transfert de données automatique. Donc, il faut aller chaque mois pour aller le faire. Du coup, pour l'extension d'un réseau, le problème qui se pose véritablement, c'est le problème de transfert des données. Donc, il faut pouvoir transférer les données de ce site jusqu'au site là où on veut quand même réceptionner les données. Et là, et avec toutes ces difficultés, on n'a peu que tenir pour cette situation que pendant 1 an, parce que chaque mois, il faut faire un budget, un devis, aller sur le site, aller récupérer les données, revenir. Bon, vraiment, au fur et à mesure, on avait voulu vraiment aller à 2 ans de mesures, mais en fin de compte, on s'est retrouvé avec une seule année de mesures pour 2018. Les difficultés, et avec ces données, il y a aussi des résultats comme ça qui sont là, on pourra quand même les présenter aussi après à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Benjamin. Il me semble que les données, normalement, que ce soit en sismique aussi, mais ce que je
connaître bien, ce sont les données infrasons, en quoi cette station chez vous est très importante. Voilà. Pour la station infrasonique. Voilà. Parce qu'elle se trouve vraiment au niveau de l'équateur et vous pouvez voir les fluctuations des deux côtés qui donnent beaucoup et qui apportent beaucoup sur les détections et les études en atmosphère pour la climatologie et tout. Effectivement. Voilà. Pour d'autres difficultés que je voudrais aussi vous demander, est-ce qu'au niveau vos relations station et le gouvernement, parce que vous êtes maître de conférence à l'université, et en quoi cela pourra vous faciliter au niveau des liaisons avec le gouvernement? Vous ne voulez pas le parler, mais j'ai envie de chercher de ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le président de Sciences. Effectivement, il y a des situations. La station I-17 est une station qui est pratiquement, je dirais, un peu isolée en zone ouest africaine, et la plupart des détections sont vraiment régionales. Et la station détecte beaucoup de choses. Dans les données de l'IDC, International Data Center, on a des détections, mais on ne sait pas exactement quelles sont ces détections. C'est pourquoi nous avons suscité donc la station mobile infrason, et cela a permis quand même de localiser la plupart de ce qu'on a comme détection sous-régionale. Il y a des mines, il y a des barrages, il y a pas mal d'aéroports qu'on a pu détecter. Actuellement, on a pas mal une base de données. Mais la difficulté première par rapport à l'administration, il y a des mines que personne n'a envie de déclarer. Excusez-moi du terme, c'est ce qu'on a dit ça, des mines clandestines. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tout dernièrement, on a eu vraiment à échanger avec la direction des mines, avec un ancien travailleur aussi de l'Omtodon qui est venu, on a échangé dessus. Donc on est en train de faire un projet pour pouvoir essayer de mutualiser les informations de telle sorte à pouvoir améliorer la détection en ayant la base des données des mines qui sont déclarées en Côte d'Ivoire, et avec ça, avec nos détections aussi, pouvoir vraiment améliorer la situation. Donc c'est un projet. Je pense que d'ici quelques mois, on pourra quand même en bénéficier, tirer profit aussi de ce projet à ce niveau-là. Merci beaucoup, parce que ça, c'est vraiment une leçon qu'on a apprise de vous. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je m'adresse à monsieur le président du RANEA, parce que vous avez c'est le pays où on a pratiquement beaucoup de stations du STP, n'est-ce pas? Et vous avez vécu des expériences formidables à l'installation, à la construction de ces stations. Racontez-nous alors vos vécus, vos expériences là-dessus, et ainsi les difficultés. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi d'abord de présenter toute ma gratitude au PTS qui m'a invité pour faire partie des animateurs de ce panel. Pour ce qui concerne le Niger, on a 2 stations primaires, une station radionucléide et une station sismique. Et on est en passe d'installation d'une station de gaz noble. Et pour ce qui concerne l'expérience du Niger, elles sont presque comparables à celles aux difficultés que les uns et les autres viennent en tout cas de faire part. Mais il faut dire que nous, dans notre cas, on a eu de fortunes un peu diverses, puisqu'on a hérité d'une station qui était déjà installée. Pour comprendre, je me permettrai de faire une petite genèse de la ratification par notre pays de ce traité. La signature a eu lieu en 1996, ça a été ratifié en 2002. Il y a eu une convention qui a permis l'installation de cette station sismique en 2005. La station radionucléaire devrait aussi être installée pendant la même année. Mais compte tenu des problèmes de sécurité sur laquelle on va encore revenir,
l'installation de la station radionucléide a été reportée parce que le fabricant qui devrait procéder à l'installation avait donné des instructions pour que ses compatriotes ne partent pas là où ça devrait être. Pour ce qui concerne la station sismique, elle a été installée à la création de la HANIA. On a hérité de la gestion de cette station et les principales difficultés auxquelles on a eu à faire face relèvent ou ont relevé des difficultés de gestion quotidienne, de maintenance. On va y revenir, problème de connectivité, problème d'approvisionnement en énergie électrique pour faire fonctionner la station, problème aussi de transport d'équipement. On va y revenir dans les stratégies ou solutions à suggérer. Nous avons en particulier connu des problèmes. Bon, nous, on ne peut pas dire de distance, hein, on est à 1h15 de la station, mais surtout problème de maintenance, problème de réparation de certains sismomètres qui sont tombés en panne avant que la HANIA n'hérite de la station. Le remplacement de ces sismomètres ont posé quelquefois des difficultés parce que, comme vous le savez, de 2005 à la création de la HANIA, les technologies ont évolué, les pièces de réchange, certaines ont cessé d'être mises sur le marché. Et en plus de ça, tout ce que les uns et les autres ont eu à dire sur la sécurité au niveau des sites, l'intégrité du matériel compte tenu de la présence de reptiles, etc., nous y avons fait face. Maintenant, pour ce qui concerne la station radionucléaire, ça c'est une autre histoire. Une autre histoire parce que on ne peut pas dire qu'on a eu des difficultés, au contraire, on peut le dire, hein, sans fausse modestie, relever un défi. À la création de la HANIA, nous avons, la présidente Zainabou avait invité le secrétaire exécutif après consultation du cabinet du président qui a donné un agenda pour accepter cette invitation. À l'occasion de cette visite, elle a posé le problème au secrétaire exécutif pour voir dans quelle mesure, si le fournisseur de la technologie ne peut pas venir installer, pourquoi des Nigériens ne peuvent pas être formés pour venir installer. Il dit c'est une très bonne idée. Il faut le dire, hein, peut-être qu'il n'avait pas très confiance, parce qu'il avait ajouté, lui, le SE, parce qu'il a dit, si vous y arrivez, à partir de ce moment, vous allez être mobilisé pour les autres installations de la même technologie. On a dit, ça, c'est un grand défi. C'était un grand défi, voilà. Ça, c'était ça le challenge. Alors, il avait donné suite à cette requête de la présidence et on a contacté le fournisseur qui est en VA, pour ne pas le citer, pour qu'il y ait une formation d'abord des techniciens qui vont procéder à l'installation, ensuite à ceux qui vont faire l'exploitation, enfin pour la certification. Je me permettrai de rappeler quand même que quand on avait annoncé que le Niger a installé, les techniciens nigériens ont installé la station, je crois que c'était la délégation américaine qui a dit que, mais bon, ils ont installé, mais qui va faire la certification? Bon, la radio, on a pris la parole pour leur dire que les mêmes gars, les mêmes Nigériens qui ont fait ça, ils vont faire l'installation. Donc, par rapport à la station radionucléide, sincèrement, on ne peut pas dire qu'on a eu des difficultés particulières. Les gens ont été formés, c'était un défi, certes, parce que, bon, avant de partir, personne ne savait en fait à quoi on devrait s'attendre et fort heureusement, on a pu installer, on a pu certifier
Et je crois que c'est en session du Working Group B que l'annonce a été faite que c'est aussi intégré dans le réseau de l'IMS. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que nous, on a eu des difficultés au niveau de la RN 48. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle, pour la station de gaz Noble, les gens ne se sont même pas posé de questions. On a reconduit la même équipe presque pour pouvoir être formés, venir installer. Et à l'heure actuelle, on attend le transfert du matériel. Et on va peut-être parler de transport d'équipement, mais si difficulté il y avait eu au niveau de la station radionucléide, c'est surtout au niveau de la manutention, au niveau du transport. Le port est à 1300 km de disons presque 2000 km de là où ça devrait être installé. Et on a reçu le conteneur au port et pendant une période où la circulation est encore rendue plus difficile à cause de la saison hivernale. On a eu à faire face à des ruptures de pont et avec des tronçons qui ne sont pas vraiment carrossables du tout. Et c'était vraiment ça le défi. Si difficulté a eu, c'était surtout ça. C'était de pouvoir transporter sur 2000 km le matériel tout en créant les conditions pour que la station arrive en bon état. Et ça, c'était ça. Arriver sur place maintenant pour décharger et installer sur le site qui avait déjà été identifié, c'était aussi un autre challenge parce qu'il fallait avoir une grue pour décharger. Il n'y avait pas de grue à côté, il fallait aller à 200 km pour prendre une grue avec une société minière pour pouvoir venir décharger. Donc, pour ce qui concerne cette station, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'autres difficultés autres que celles liées à la manutention. Maintenant, là où on a encore des difficultés, c'est avec la station sismique. Problème de transport d'équipement, problème d'approvisionnement en énergie électrique. Là, bon, on a à peu près le même problème pour transporter une batterie qui fait 70-75 kg. On avait renouvelé tout le parc de batteries. On a 32 batteries plus quelques-unes de réserve. Bon, le problème de connectivité, on va revenir. Connectivité pour le transfert des données, mais surtout pour la communication, parce que quelquefois, il faut travailler en synergie avec le PTS pour qu'on puisse faire des maintenances sur le site. Bon, là, on a un problème de zone d'ombrage de couverture des réseaux cellulaires. Et on a porté notre préoccupation au niveau du PTS. Il y a eu une solution, on va revenir pour apprécier tout ça. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant en ce qui concerne les deux stations du Niger. Maintenant, pour la station de gaz Noble, on vient juste de construire le socle pour accueillir ça. On est en communication avec le PTS et NVA pour voir quand est-ce qu'on peut recevoir le matériel. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'ANIA. Moi, je vais essayer de récapituler un tout petit peu tous les problèmes que vous avez soulevés, tous les quatre ici. Donc, d'abord, il y avait le problème des... Oui. Compléter un dernier problème il ne faut pas créer d'autres problèmes. Non, je ne crée pas de problème. En fait, c'est au niveau des CBS, des Capacity Building Systems. Ah. Parce que le nôtre... Ah non, attendez. Ça c'est un d'ici, ça. Ça, c'est son transfert de données. Bon, et là, on parle maintenant des stations. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. On va y revenir tout à l'heure, mais il ne faut pas dire les choses. C'est bon. Voilà, il commence à ajouter d'autres choses. Non. Bon, voilà, on va rester sur l'opération des stations. D'accord. Puis, vous avez énuméré quelques difficultés ici. D'abord, l'identification des sites.
problème au niveau d'accès au site. Ensuite, problème d'acheminement des matériels plutôt. Ensuite, problème d'énergie. Ensuite, problème de connectivité, communication, transfert des données. Voilà. Maintenant, nous allons y aborder vos propositions de solutions sur ces problèmes-là. Parce que moi, je regarde les choses d'une manière globale, là où on pourra avoir des synergies, des solutions que vous, en tant qu'opérateur expérimenté sur terrain, vous allez nous apporter ça, puis on va mettre ça dans un autre rapport à la fin. Très bien. Vous avez 5 minutes chacun, maximum, à amener vos solutions. Je commence par M. Kasmi. Je commence tout d'abord par le problème de la sécurité. Il y a le premier problème, c'est l'acquisition des sites. Mais ça, en général, pour notre cas, ça se règle au niveau des autorités. Donc, il y a des autorisations, des demandes qui ont été faites et en général, c'est réglé. Mais pour la sécurité, c'est un peu difficile. Actuellement, il y a quelques sites, par exemple, on a un site de l'AFTAC, une rangée sismique de l'AFTAC. Il y a de l'argent, donc pour ce site, par exemple, on recrute carrément une société de gardiennage. Donc, le résolu, ça, s'il y a de l'argent, on peut avoir le gardiennage directement. Pour le cas de l'AMS, par exemple, on a recruté carrément un gardien qui habite à côté donc il habite actuellement avec ses enfants à côté de la station. C'est un recrutement, donc il est un fonctionnaire de l'État. L'autre solution qu'on a opté pour quelques stations, c'est essayer d'installer les stations à côté, dans des sites déjà gardés pour d'autres. Par exemple, il y a des sites des opérateurs télécoms, où il y a des gardiens, il y a des sites des stations radio et télévision qui sont déjà gardées. On essaie de trouver un coin à côté, c'est un site déjà gardé, donc on installe notre matériel. Il y a des solutions, donc quelques universités, là, ça aussi c'est une solution pour la sécurité. Pour la question, pour l'alimentation, c'est un peu difficile parce que ça varie de site en site. Il y a des sites où on a une autonomie il y a assez d'ensoleillement, donc on n'a pas de problème. Donc la station fonctionne 24/24 durant toute l'année. Par contre, il y a des sites où il n'y a pas assez d'ensoleillement. Dans ce cas, on trouve des difficultés, il y a des arrêts. On essaye d'ajouter des panneaux solaires, des batteries, mais parfois ça ne résout pas le problème parce qu'il n'y a pas assez d'ensoleillement. Pour la station, par exemple, de l'AMS, comme j'avais dit, donc on va tomber bientôt dans un problème de changement des panneaux solaires et des batteries. Il y aura une fois un budget important pour ça. Je ne sais pas, il y a deux solutions. Soit que l'État marocain investit pour mettre à jour l'alimentation électrique, soit l'OTICN, je ne sais pas s'ils peuvent investir. On a une autre solution, c'est qu'à côté de la station de l'AMS, il y a un réseau électrique à côté, à 2 km. Mais il nous faut un poste de transformation parce qu'il y a de la haute tension qui passe à côté. Donc, on peut avoir de l'électricité, mais à condition d'installer un poste de transformation spécial pour la station. Et c'est coûteux aussi. Donc, ça nécessite un budget. Donc, pour la transmission, nous, on n'a pas de problème en général. Pour l'AMS, c'est vrai, on n'a pas de réseau mobile sur le site, puisque c'est un site isolé dans les montagnes. Parfois, s'il est nécessaire, on emprunte des radios satellitaires, donc des téléphones satellitaires pour une journée ou deux pour faire des noms. Si c'est nécessaire. Mais vous envoyez ça en continu Quoi? Les données sont envoyées en continu? Là, elles sont envoyées. Non, on n'a pas de problème. Les données sont envoyées en continu. D'accord, ok. Le plus important pour nous, que notre station, il est envoyé directement aussi à notre centre de données. Donc, de notre centre de données, on peut vérifier ce qui se passe au niveau de notre station. D'accord. Se déplacer. En plus, comme j'avais dit dans ma présentation, puisqu'on a tout un réseau, donc l'entretien, il est facile.
Donc, dans le chemin pour l'entretien d'autres stations, tu peux passer par la station de l'AMS et voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, en plus, il y a un réseau de l'AFTAC à côté. Et on a un contrat avec l'AFTAC, on a des visites régulières. Donc, en faisant des visites régulières pour l'AFTAC, on fait aussi... De toute façon, vous avez aussi une liaison GCI, communication GCI, au niveau de la station AS66. Oui, on a GCI et on a un backup, un BIGAN. Voilà, ok. Comme backup. Donc, c'est pas tellement une grosse difficulté à ce niveau-là. Non, au niveau de la communication, ce n'est pas un problème. Bon, je vous remercie alors de ce côté, mais M. Kasmi, je reviens à M. Benjamin. Oui, d'accord. Il va nous apporter ses solutions. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bon, pour les solutions pour la Côte d'Ivoire au niveau donc, de l'AMTO, pour le problème de sécurité, il y a déjà, avec l'aide du directeur, on a un gardien sur site, des gardiens sur site, pour vraiment veiller à cela. Et c'est vraiment les villages environnants, les villages qui ont cédé les terres, c'est eux qui ont choisi un gardien là-bas pour essayer de surveiller le site. Mais c'est moyennant aussi contribution à ce niveau-là. Concernant les feux de brousse, et là aussi, c'est la même attitude. Il y a régulièrement ce qu'on appelle des pare-feux. On fait des pare-feux en période de saison des pluies, en période de saison sèche, pour ne pas que les feux arrivent au niveau. Mais ça encore, c'est encore des difficultés. Quand le feu est un peu trop, ça arrive toujours. Donc, il faut toujours sensibiliser les populations à ce niveau-là pour que, tout un chacun puisse prendre conscience qu'à ce niveau-là où nous sommes, il faut faire attention à ne pas faire trop de feu tout autour. Concernant les batteries qui se déchargent, on parle même là, il y a eu pas mal de situations à ce niveau. Régulièrement, il y a des nettoyages donc, des panneaux solaires, puisque c'est alimenté des nettoyages des panneaux solaires. Ensuite, les batteries sont régulièrement aussi remplacées pour permettre une certaine autonomie après qu'on sent qu'il y a une baisse en matière de charge pour que ça ne puisse pas prendre un coup d'arrêter la connexion. Ça aussi a un coût à ce niveau-là. Concernant la démographie, la pression sur les sites cultivables par les paysans, ça c'est en discussion avec le directeur. Il est question soit faut-il faire de ces terrains un terrain étatique, c'est-à-dire que où l'État prend la propriété en bonne et due forme comme ça. Avec la propriété, ça permet aux villageois de ne pas trop s'approcher dans ces genres de terres. Mais ça aussi, c'est vraiment en discussion. Pour le moment, les solutions ne sont pas encore trouvées et c'est encore toujours en discussion. Concernant la transmission des données, là, le problème, il est assez sérieux parce que un site qui est isolé, il faut transmettre faut transférer les données, il faut transmettre les données. Pour ce qui se passe régulièrement, c'est par liaison VHS, c'est-à-dire que liaison radio. Mais avec les nouvelles technologies, il va falloir trouver d'autres solutions. Il va falloir le faire directement par Internet, par une puce Internet si c'est possible. Tout ça, c'est en discussion. Et on attend toujours le retour des experts aussi sur le terrain pour pouvoir nous proposer aussi d'autres solutions si c'est encore plus intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez bien brossé des solutions à apporter. Mais donc, finalement, ça dépend de la situation locale exactement. Effectivement. Oui. Mais quand même, il y a quelques points communs avec ce qu'avait dit auparavant, mais on trouvera ça à la fin. Madagascar. J'aimerais ajouter quelque chose. Je pense que à propos de la collection des données et sur l'installation des stations, je pense qu'on a besoin de formation pour les jeunes parce que nous sommes tous des nouveaux jeunes qui sont travaillés dans les données indicies et il est très nécessaire de nous aider sur les formations à propos de l'installation ou de la collection des données afin d'améliorer le travail sur chaque station. Et aussi, à propos de l'insécurité, il est très nécessaire de penser sur la subvention à propos du gardiennage, mais c'est déjà
parlé avec le responsable, mais le problème, c'est à propos de la subvention auquel ils ont besoin sur la sécurité du station et ainsi que la vérification de chaque station où il y a des matériels très spéciaux pour chaque station en Madagascar. Merci. Merci beaucoup pour ce feedback, pour cette proposition de solution. D'accord. Monsieur le Président. Oui, monsieur le modérateur, merci. Je voudrais d'abord, avant de proposer les solutions, dire un mot sur le renforcement des capacités, surtout des gestionnaires des stations. C'est très important parce que c'est la chenille ouvrière, c'est le maître d'œuvre, c'est l'interface entre l'équipe station et le PTS. Et je pense que si on doit faire une recommandation, c'est que les gestionnaires aient une oreille plus attentive au niveau du PTS en particulier, et d'avoir une étroite collaboration entre les gestionnaires et le technicien responsable de la station au niveau du PTS. Parce que tous les problèmes d'équipement, de transport d'équipement, supposent la disponibilité de ces équipements-là. Et une des difficultés pour faire fonctionner normalement les stations, c'est le manque souvent de pièces de rechange. Or, ces pièces de rechange dépendent surtout de leur disponibilité au niveau du PTS. Qu'est-ce qu'on a constaté de par notre expérience? C'est que souvent, il n'y a pas une étroite collaboration, il n'y a pas toujours une oreille attentive. Or, la solution est très simple. Nous avons à la fin de chaque année des SSR qu'on élabore, qu'on envoie en temps, parce qu'il y a un deadline. Et là-dedans, dans la partie paragraphe 8, interaction avec le PTS, on demande de faire état des problèmes récurrents. Et dans le même paragraphe, on demande de notifier, au cas où c'est le cas, les IRS qu'on a soulevés par rapport aux problèmes qu'on a vécus. Ce qui manque et ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est d'ajouter une partie pour demander aux opérateurs, aux gestionnaires des stations, depuis combien de temps ce problème a été adressé et quand ou après combien de temps il a été résolu. S'il n'a pas été résolu, de le notifier aussi pour mettre l'expert en charge de la station face à ses responsabilités, parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'appui, on n'a pas les données, les pièces de rechange, c'est sûr que le fonctionnement s'en pâtira. Okay? Donc, il faut qu'au niveau du PTS, qu'on puisse trouver le moyen de suivre aussi la proactivité de ces experts qui devraient être en charge des stations, à l'écoute des stations. Ce qui arrive quelquefois, c'est que vous pouvez chercher un expert, il va vous répondre pour dire qu'il a un accès limité au mail parce qu'il est mobilisé sur un autre site. Alors, pendant ce temps, vous êtes obligé d'attendre et de condamner un site ou plusieurs sites parce que vous n'avez pas pu contacter l'expert. La disponibilité de pièces de rechange aussi pour certaines stations comme les nôtres qui ont été installées dans les années 2005. Il y a des pièces qui ne sont plus sur le marché, il faut les commander pour les produire. Par exemple, on prend les BOB, on a eu une station, ça fait presque 3 ans, 4 ans, chaque SSR, on le notifie. Oh, c'est en cours, undergoing, understudying, etc., etc. Mais ça ne vient jamais. Pourquoi? Parce que simplement, peut-être que le technicien, il n'a pas eu le temps, il n'a pas pris ça en charge, ou parce que la procédure au niveau du procurement, il faut envoyer, il faut, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'en essayant d'être plus à l'écoute des gestionnaires, on peut déjà gérer beaucoup de problèmes au niveau du fonctionnement de ces stations. Maintenant, la connectivité. Là aussi, on a été confronté à un problème. On est souvent amené à travailler en synergie avec les techniciens de PTS, mais on n'a pas de couverture réseau. Quelquefois, c'est aléatoire, vous pouvez avoir une connexion d'un opérateur téléphonique, mais et puis quelques instants après, ça disparaît. Il nous est arrivé de faire 10 km pour aller dans un village où il y a une pylône
pour pouvoir communiquer et revenir. Le temps que vous reveniez, les données ont changé. Et quand vous posez une action, il faut que vous vous assuriez qu'au niveau ici de PTS, que le problème est résolu. Alors, nous, on a dit, voilà, il faut qu'on trouve une solution. On a posé le problème en session de Working Group B. La solution qu'on nous a proposée, c'était finalement d'acquérir un Turaya. C'est ce qu'on a fait. Le Turaya, là aussi, il peut se poser des problèmes. Pourquoi? Parce que la qualité de la communication peut laisser à désirer. C'est quand on a acheté le Turaya qu'on a fait la migration du GCI 2 à GCI 3. Si on nous a chanté que volume de données à transférer, ça va être accru, on peut transporter aussi la voix, l'image, etc. On a dit, mais c'est très bien. On a un circuit Internet fermé pour transférer les données. Mais si on a accru la capacité de transport des données et on peut même charrier les voix et les images, mais pourquoi on ne peut pas faire une petite application pour communiquer à travers le JCI? Tout simplement. Et là, la qualité de la communication, elle va être parfaite, comme avec aujourd'hui les petites applications Internet qu'on utilise. Maintenant, je vais venir, après ce problème de communication, au niveau de sécurité. Au niveau de sécurité, je voudrais serrer le problème, poser 3 niveaux de prise en compte, de solutions, et un 4e point. Là aussi, on va essayer de voir comment on peut apporter des solutions à ce que nous, on est en train de vivre. Temps, hein? Oui, vous aurez dû prendre toute la journée pour ces problèmes-là, mais je vais être bref. Donc, ce que je vais dire... de moi. Non, on va finir. Il y a 3 niveaux de responsabilité. D'abord, il y a le niveau gouvernemental, étatique. Les textes disent, le traité dit qu'une fois que la station est installée dans un pays, il appartient à ce pays-là. Or, quand on parle de sécurité, ça c'est le rôle régalien du gouvernement d'assurer la sécurité et des infrastructures, considérer la station comme un édifice public où l'État met des gardes pour s'en occuper. Pour la station radionucléaire, c'est ce que l'État a fait, on a 2 gardes armés. Pour la station PS26, on a des gardiens civils qu'on paye, n'est-ce pas? Parce qu'on a des stations primaires. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation a dépassé la capacité de prise en charge par des gardiens civils. Le 2e niveau de sécurisation de ces infrastructures, c'est au niveau communautaire. Les communautés riveraines doivent être impliquées pour qu'elles sentent que ces affaires-là qui sont là, ça les intéresse, ça les concerne aussi. Là, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, il faut faire un travail pour pouvoir les amener à s'occuper, à s'intéresser à cela. Le 3e niveau, c'est les gardes civils. Les gardes civils, c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à un certain temps, avant de revenir quand la situation d'insécurité au niveau sous-régional a commencé à se poser, à demander au PTS, on le remercie pour ça, de nous aider à faire des infrastructures. Parce que, et je le dis sous contrôle de madame, devant un pléthore d'une douzaine de ministres, on a posé le problème. Et la première réaction du premier responsable du gouvernement nous a dit « Monsieur, dites-nous ce dont vous avez besoin pour sécuriser votre station. Si vous voulez qu'on vous envoie des gardes, on va le faire. » On a dit « Non, on n'a pas d'infrastructure pour les accueillir. » Le PTS a fait ça. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que compte tenu du fait que la situation est devenue un peu plus compliquée, il faut que le PTS fasse un effort pour accompagner l'État qui est bien disposé à vraiment s'occuper de la sécurité. Cela a été fait parce que l'équipe de la station a fait un travail de plaidoyer, un travail même de lobbying pour sensibiliser le gouvernement. Et c'est en cela que j'invite tous les responsables des stations. Il faut que l'État, le gouvernement soit sensibilisé, qu'il sache, qu'il comprenne l'enjeu, qu'il comprenne le bien fondé de ces stations-là pour que lui, il vous accompagne. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières choses à faire. Maintenant, au niveau du site, je vais aussi rappeler une petite expérience que nous, on a vécue là-bas. Et
quand on avait installé les stations avec les gardes civils, il a été installé aussi des alarmes sonores pour que, au moindre incartade, intrusion, etc., qu'ils soient avertis de manière sonore. Alors, les oiseaux, je vais finir par ça, les animaux qui pèsent à côté déclenchent ça. OK? Alors, on a été obligé de déconnecter ça parce que tout ce qui passe à côté peut déclencher. Maintenant, encore pour revenir à JCI 3, ce qu'on peut faire, surtout dans une situation d'insécurité et même pour ce qui concerne les feux de brousse, etc. Aujourd'hui, on a des petites caméras de surveillance, on a de l'électricité sur les sites, on peut poser des caméras pour surveiller à distance, comme on surveille les données, comme on transfère les données, on fait un buffer, si c'est 4 heures de temps, 8 heures de temps après, s'il n'y a rien qui se passe, on élimine ça, pour qu'on puisse de loin voir. On a la possibilité aujourd'hui de communiquer avec les gardiens. Dès qu'il y a un petit mouvement suspect, on peut les appeler, ils peuvent aller. Ce qui implique aussi un autre moyen, la mobilité. Il faut que les gardiens aient la possibilité. Nous, on a un site qui est sur 45 km², et donc pour aller d'un bout à l'autre, avec un VTT, en 5-10 minutes, on peut aller. Donc, voilà les quelques solutions que je vais vous suggérer. Mais l'implication de l'État, en faisant le plaidoyer, en le sensibilisant, est important pour adresser cette question de sécurité. Désolé d'avoir été long, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je sais très bien que vous êtes très passionné pour vos stations et sur ce que vous faites. Et j'aime bien parce que vous êtes un scientifique, donc je le connais. J'étais aussi un scientifique, je ne sais pas si je suis encore un scientifique, mais, mais nous, en tant que scientifiques, on est passionné quand on parle là-dessus. Mais d'abord, merci pour toutes ces... Il y a un point, je vais ajouter. Oui, voilà. Okay. Pour la question des riverains et la sensibilisation, il y a la signalisation, il y a les signalisations. On a opté pour quelques stations pour la signalisation, ça a donné des résultats pour les gens. Lorsqu'ils savent que c'est une station sismique, que ça ne sert à rien, ces équipements, donc ils se rapprochent pas de la station. D'accord. La signalisation aussi, c'est une façon pour dissuader les gens et pour les sensibiliser en même temps. Je ne vais pas clore ici cette session, mais j'aimerais quand même apporter quelques idées aussi, qu'on puisse discuter un tout petit peu, assez rapidement. Moi, je pense, comment percevez-vous l'idée des formations? Il avait déjà soulevé tout à l'heure les histoires de renforcement des capacités, CBS, mais moi, je vois plutôt au niveau, comment on pourra faire des formations, que ce soit régionales, que ce soit dans la francophonie, au niveau des opérateurs de stations, pour des échanges. Et peut-être par ricochet, on va y revenir sur les histoires de CBS si on avait le temps. Mais CBS, c'est plutôt NDC. Mais peut-être qu'on pourra lier ça, les NDC et les centres de données nationaux et les opérateurs de stations. Il faut différencier. Je crois qu'il y a des formations en langue française pour les NDC, mais il n'y avait jamais une formation en langue française pour les opérateurs de stations. C'est ça, il faut penser à ça, il faut peut-être suggérer au PTS. Je vais noter ça. Hein. Ouais. Jamais de formation sur les opérateurs de stations. De stations en français. Bon. Et qui veut parler en premier? Oui, moi, je vais faire des suggestions, vraiment. Et oui. En fait, on a parlé de créer une synergie entre les CND, etc., etc. Ça rentre dans le cadre de la formation de renforcement de capacité. Et si vous me permettez aussi de faire une petite appréciation de ces CND, de par leur attribution, les objectifs qu'ils visent, je vais scinder ça en deux. La première partie, c'est amener les experts des pays en voie de développement à prendre part à cette surveillance internationale. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire, et on le fait, on l'assure vraiment très bien. Le PTS a mis des outils pour pouvoir évaluer, aider avec les exercices qu'on fait. Mais là où le bas blesse, là où on nous dit que, bon, écoutez, ces données,
vous pouvez en disposer. Et le CBS a été mis en place gracieusement à l'État. Vous pouvez en disposer, vous pouvez prendre en charge vos préoccupations. Donc, à ce niveau-là, vraiment, il y a une insuffisance qu'il faut essayer de corriger à notre niveau. CND francophones, des pays francophones, dans le cadre sous-régional. Et pour cela, ce qu'il faut faire, c'est qu'au-delà de tout ce qui existe, les forums, etc., au niveau du PTS, il faut qu'on ait une organisation des pays, des CND des pays francophones. On est dans la même sous-région, sur les mêmes contextes, disons, sécuritaires et géologiques et géographiques. Avec la Côte d'Ivoire, on a ces problèmes, etc., de sismicité. En créant une organisation de ces CND, on peut se permettre de prendre le temps pour regarder toutes les préoccupations de nos États que nous pouvons traiter à travers l'exploitation de ces données-là. Juste un petit exemple. Quand on vient au CEL 1, Standard Event List, etc., vous avez une masse de données. Vous laissez une partie. Quand vous venez au REB 1, vous utilisez tout ce qui est suspect comme radionucléide pour voir si l'événement sismique en particulier est lié à un test, etc. Si ce n'est pas lié à un test, on sait que bon, ça c'est d'origine naturelle, c'est un tremblement de terre, c'est une secousse sismique, etc. Donc ce sera des échanges entre les... Oui, ou transfert de compétences, ou mutualisation de connaissances. On a toutes les technologies. On peut faire une organisation, ça peut être un forum, ça peut être un truc sous-régional où on peut venir se mettre à prendre en charge nos préoccupations de nos États. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tant que vous ne faites pas quelque chose d'utile à l'État, au gouvernement, tant qu'il ne voit pas que vous avez des éléments de prise de décision par rapport à certaines de ces préoccupations, il ne va pas vous accompagner. Or, on a parlé de problème de connectivité, c'est l'État qui paye la connexion, Internet, etc. Je vais finir, s'il te plaît. Passionné. Non, s'il te plaît, je vais finir. Donc, en essayant de nous regrouper, de nous organiser, on a des experts. On a des experts que le PTS engage, recrute. Après un certain temps, on les libère, ils retournent dans leur structure d'accueil. Mais ces gens, on peut les mobiliser, nous, pour notre organisation. Donc, vraiment, il faut qu'au niveau des pays francophones, des CND, qu'on puisse trouver un moyen pour essayer d'exploiter ces données radionucléides qui sont là. On est envahi par des brumes sèches, par n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Nos infrastructures, elles sont impactées par des secousses sismiques. Vous, ça ne vous intéresse pas tant que ce n'est pas radionucléaire, tant que ce n'est pas test nucléaire. Nous, vos données, on peut les prendre et puis les exploiter pour le développement socio-économique. Merci beaucoup là-dessus. Merci. Je vais donner la parole aux autres parce que là, quand même, hein. Oui. Exactement. Mais une minute. D'accord. C'est le mot de fin? Non, pas le mot de fin. Ah, d'accord. Bon, en fait, concernant les solutions, comme le disait le président, je crois que le problème, nous, NDC, enfin, le constat, c'est qu'on ne fait pas trop grand-chose pour que l'État, les autorités sachent qu'on travaille vraiment. Il faut que ces données-là soient exploitées. Le système de recherche doit s'impliquer directement au niveau des NDC. Ça veut dire qu'on doit commencer déjà à former les gens, on doit commencer déjà à faire les recherches avec les données déjà qu'on a. C'est le système un peu qui est fait calqué sur l'AMTO, où il y a les chercheurs associés qui exploitent toutes ces données, ces bases de données que nous avons pour que demain, on puisse quand même vraiment essayer d'aller de l'avant. Je prends un cas très simple. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, il y avait un orage qui a frappé un poteau électrique, qui a fait sortir quelque chose de terre. Les gens ont dit que c'était un volcan. Donc, toute la Côte d'Ivoire a commencé à paniquer parce que c'était un volcan. Ils se disent que c'est un volcan. Mais le directeur a demandé à ce que, urgemment, qu'on fasse une mission sur le terrain pour aller vérifier ce qu'il y a.
on est parti. Non, ce n'est pas un volcan. C'est juste qu'il y a eu un orage qui a frappé, la foudre qui a frappé le poteau. Et donc, c'est descendu au niveau du granit. Et donc, ça a fondu et ça a sauté. Mais ça, automatiquement, ça fait une raison d'être de la station. Donc, j'aimerais bien que les autres stations vraiment puissent essayer de faire le d'ici. Vulgarisation. Ça va vraiment essayer d'apporter. Et là, par exemple, juste pour aborder dans le sujet, parce qu'on se rend compte qu'on peut peut-être observer des choses avec nos données. Mais il y a des choses peut-être qui peuvent provenir de tel pays. On n'a personne en amont pour dire, mais attends, on a observé telle chose, est-ce que vous pouvez nous confirmer? Ça permet donc d'affiner un peu nos données pour que nous-mêmes, de façon sous-régionale, on se prenne en charge. Automatiquement, on a de la voix lorsque on vient dans le workshop inter. Ça devient maintenant une situation où... Donc, vos idées, tous les deux là, se rejoignent normalement à une expertise régionale. Voilà. Échange de données et puis expertise régionale. Je pense que tout est déjà dit. D'accord. Alors maintenant... J'ai une question au PTS, Madame la directrice. Quel sera le futur des stations auxiliaires? C'est un pays quelconque qui décide de ne pas investir parce que les stations sont actuellement se vieillissent. Donc, il se peut qu'on se retrouve avec des stations non opérationnelles et personne ne veut investir pour les... Je ne sais pas, est-ce que PTS il a un plan pour les stations auxiliaires Je peux... Non, la question est posée au PTS. Non. J'ai prendre la parole pour compléter quelque chose. Juste... Ah non. Toi, tu arrêtes maintenant. Hein. Tu arrêtes. Non. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? À nous? Oui. Quoi? Oui. Can we have a microphone for the speakers here? Thank you. Alors, merci. La question, en fait, j'aimerais savoir si les stations installées au Maroc, là, la position des sites a été donnée par le Maroc ou bien c'est le PTS qui a Quelle installé station? La station de l'AMS? Oui, la station dont vous parlez. Parce que je trouve bizarre, parce que le PTS, ils ont des critères pour installer des stations. Ces critères, il y a l'accessibilité, il y a tout ce qu'il y a comme bruit de fond. Et vous avez souligné certains problèmes qui, je me dis, normalement, si c'est de l'avis du PTS, ça n'allait pas se faire ainsi. D'accord. Okay. Non, c'est pour la station de l'AMS, c'est une station. Il n'a pas de problème de bruit de fond, la station de l'AMS. Oui. Moi, passer le microphone à la directrice parce qu'elle va parler au nom du PTS là maintenant. Merci beaucoup. Alors, oui, on voit bien que quand on fait les panels ou les formations dans la langue que les gens maîtrisent, c'est très difficile de les arrêter. Et alors, je crois qu'on est déjà bien au-delà de l'heure, mais je vais quand même apporter quelques éléments de réponse. Je commence par la dernière question, les stations auxiliaires. Ce matin, ou je ne sais plus, c'est en début d'après-midi, dans le panel de l'Union européenne, le secrétaire exécutif en a parlé. Il y a un fonds, ça se trouve au niveau de l'AMS, de l'Union européenne qui appuie les stations auxiliaires, mais bien sûr, il y a des critères qu'il faut remplir, il y a des demandes à faire. Ça, c'est ce qui est disponible maintenant, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est à l'étude pour voir comment maintenant le budget du PTS, le budget normal, peut couvrir. Donc, c'est à l'étude parce qu'il y a de plus en plus de stations auxiliaires qui ont des problèmes et qui, comme vous l'avez si bien dit, risquent d'être abandonnées. Voilà pour votre question. Maintenant, je reviens à la question de la formation. Il y a une formation pour les opérateurs de stations. C'est tous les 2 ans qui les regroupe ici. Déjà, je pense que la première action devrait se situer à ce niveau. Organiser plus de formations pour les opérateurs. Et ça,
bien sûr, il y a des problèmes par rapport aux ressources. Il va bien falloir, et vous êtes mieux placé que nous, aller poser ce problème au Working Group B afin que les gens discutent et s'entendent sur les ressources à octroyer au PTS pour augmenter le nombre de ces formations. La formation des managers, des gestionnaires de stations, cette année, il n'y en a pas eu et ce n'était pas au programme. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient inscrits comme managers avaient eu une formation. Personnellement, j'ai posé la question et bon, il y a quelques 2 ou 3 nouveaux. Pour eux, on ne pouvait pas organiser tout de suite une formation. Il y a des cours en ligne aussi qu'il faut utiliser en attendant. Maintenant, pour en revenir aux formations des NDC, chaque fois qu'on fait ces formations, il faut reconnaître qu'on demande aux gens de s'entendre pour créer un réseau régional ou sous-régional. Le PTS, je suis désolé, ne peut pas vous créer ce réseau. Une fois que vos experts sont venus participer à la formation, ça participe déjà de la prise de contact entre experts et on s'attend au niveau du PTS à ce que cela se poursuive et que ça se matérialise en une sorte de mutualisation des ressources et de réseau local. Donc il va bien falloir que vous vous entendiez à un certain moment pour que quelqu'un prenne le leadership et que ça se matérialise. Je pense que dans ma dernière présentation au Working Group B, j'ai évoqué la possibilité d'avoir des centres régionaux. Et nous sommes encore en train de réfléchir sur la façon dont ces centres régionaux vont être approuvés. Mais la première grosse difficulté déjà, il va bien falloir que les groupes régionaux s'entendent pour faire des propositions. Le PTS ne peut pas décider que tel pays va être le centre régional. Donc, c'est clair et net que ça doit venir des groupes régionaux. Pour finir, sur ce point, j'aimerais vous rappeler l'initiative quand même du secrétaire exécutif NDC for All qui appuie donc les États en termes de formation, en termes de création même en termes de création de comptes sécurisés et de conseils et de soutien pour créer les centres nationaux de données et puis les capacity, les building systems, pour les encourager justement à utiliser ces données pour la vérification. L'idée est qu'au début, les gens puissent avoir un groupe de 4-5 experts qui vont vraiment avoir toutes les formations et ça va aider à former les autres. Et vous savez très bien que quand vous appliquez à ces formations, dans le meilleur des cas, on prend 2 personnes. Et si vous avez la chance d'écrire, d'envoyer une note verbale pour héberger une formation, là vous avez la chance d'avoir plus. Mais tout ça, ça ne va jamais suffire tant qu'au niveau national, vous n'avez pas mis en place un système qui vous permette de former vous-même vos experts. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais pour le moment, voilà ce que j'ai à rajouter. Merci. Ben parce que non, madame là-bas voulait prendre la parole. Non. Madame, la formation, c'est des sujets. Mais vous parlez trop là. C'est des sujets. Oui, madame, allez-y. Je voudrais vous remercier pour cette soirée et aussi déjà la discussion à midi. Merci pour le forum francophone pour parler français. Merci. Je suis autrichienne. Je m'appelle Isabelle Maté. Je suis prof de langue, pédagogue donc. Et ma question est comment vous faites ça avec toutes les langues, le multilinguisme.
Multilinguisme. Le plurilinguisme dans vos pays où vous travaillez. Comment vous faites avec les langues dans la formation et dans tout ce que vous faites dans la profession, avec vos collègues? Parce que j'imagine que c'est quand même une chose qui est aussi importante pour bien travailler ensemble. Et félicitations pour ce forum, je suis heureuse. Merci. Merci beaucoup, madame. Oui. Peut-être aussi une formation des opérateurs en français. Oui. Une formation des opérateurs en français. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au Working Group B que vous devez aller poser ce problème. Pour que, bon, ici, on va toujours prendre des recommandations, mais ça serait bien si vous arrivez au Working Group B et pour proposer plus de formations pour les opérateurs et peut-être ramener le multilinguisme au niveau des opérateurs. On a fait pour les centres de données, maintenant peut-être qu'il faut, le faire pour les opérateurs et pour les managers. Merci. Non, je n'écoute plus. Kasmi. Lui, il faut le retenir. Non, vas-y, mon cher, vas-y. Oui. Tu as... Non. Alors, pour répondre à madame, je vous prie de... Allez. Oui, vraiment, madame, pour la formation des opérateurs, c'est bien. J'ai assisté à ces formations. La suggestion que je voudrais faire, c'est qu'il faut sérier les choses. Il y a la partie électronique, maintenance, mécanique, mais il y a la partie administration du système qu'on oublie. Et malheureusement, la faiblesse, c'est à ce niveau. Il y a quelques fois où tout marche, mais c'est l'ordinateur du CRF qui est bloqué. Il faut une prise en main à distance. Non, il faut arrêter pour compléter la formation pour que l'opérateur puisse interagir sur les deux tableaux. D'accord, merci. La question de madame de pédagogue ici, c'est que comment vous faites chez vous, en entrant chez vous, pour échanger à vos compatriotes? En français ou en quelle langue? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je vais laisser la parole à Palmer. Il va répondre un peu parce que, bon, il en sait plus que à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je suis Palmer Yao du PTS à la section de maintenance. Bien, en rentrant chez nous, bon, c'est la langue officielle qu'on utilise. À l'époque, c'était le français, ça n'a pas encore changé. Donc, tout ce qu'on recevait comme formation, on partageait avec nos collègues. Mais quelquefois, la difficulté, c'est que ces collègues-là ne comprennent pas l'anglais. Or, il y a beaucoup de thèmes anglais que nous utilisons aussi là-dedans. Bon, on essaie de leur expliquer comme on le peut, avec des exemples à l'appui et puis des... comment on dit en français? Add-on. Enfin, des sessions pratiques, voilà. Des sessions pratiques. Et puis, bon, c'est comme cela que ça se passe. Voilà. OK. Madagascar. Pour nous, on utilise la langue française, mais on a essayé de se développer et on a introduit la langue anglaise aussi. Non, quand vous communiquez entre vous. Entre nous, c'est en malgache. Voilà. Oui. Français et malgache combinés. Voilà. Comme chez nous, on a l'arabe et le français. Donc voilà, donc vous avez votre réponse. Hein? Voilà. Donc, on communique avec la langue locale. Local plus le... Pour être plus dans le sujet. Voilà. Bon, moi, je vais essayer de récapituler maintenant, brièvement, ce qu'on avait discuté aujourd'hui. On a évoqué les problèmes, les difficultés communes, c'était la sécurité au niveau des sites, et là, qui nécessite comme solution l'engagement d'abord au niveau du gouvernement, ensuite pour le rôle du gouvernement dans le traité, ensuite au niveau local, c'est-à-dire engager aussi les villageois, les autorités locales à être conscients de l'existence de ces stations. Voilà. Pour les histoires de connectivité, vous avez mentionné qu'on a
des solutions, des fois, avec vous, parce qu'il y a les GCI, il y a aussi les communications en GSM, mais dans tout cela, vous avez aussi mentionné en additionnel à tout ceci pour utiliser ces moyens de connexion avec la sécurité, c'est de mettre en place des caméras de surveillance et qu'on pourra monitorer, qu'on pourra surveiller à distance ce qui se passe au niveau des sites. Ensuite, on est allé voir il y a beaucoup de détails que vous avez mentionnés, mais j'essaie de garder les points communs. Les points communs, c'est au niveau des formations. Il y aura des formations, si vous voulez faire de demandes de formation, par exemple, pour les opérateurs de stations en langue française, il faut que ça vienne de vous, les États signataires, de faire les demandes. Donc, remontez cette demande au niveau du Working Group B. Et là, vous discuterez, vous faites la demande et le PTS tiendra en compte. Ce n'est pas au PTS de prendre l'initiative là-dessus, mais c'est à vous. Pour les problèmes au niveau des stations auxiliaires, il a été dit que pendant l'intervention de cet après-midi de l'Union européenne, et le secrétaire exécutif en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a des fonds, mais ça reste à l'étude. Donc il faut faire des demandes et on verra. Voilà. Voilà les points essentiels que j'avais. Ah oui, il y a le point aussi sur l'exploitation des données, de utiliser donc les données qu'on a au niveau régional pour faire des études régionales ensemble. Mais ça ne nécessite pas l'intervention du PTS, mais l'initiative devra revenir à vous, États signataires, à faire ces regroupements régionaux parce que vous avez bénéficié, vos experts ont bénéficié des formations données par le PTS. Voilà. Donc à vous de faire la vulgarisation de cette formation que vous avez reçue ici. Je crois que, et ainsi pour les centres régionaux, c'est la même chose, c'est à vous de faire la vulgarisation, mais ce n'est pas au PTS de prendre les initiatives, quoi que ce soit là-dessus. Mais je pense, les amis francophones, qu'il est temps maintenant, parce qu'on avait déjà discuté de ça à Madagascar. Je m'en souvenais. Vous l'avez discuté aussi au Niger. Président, vous allez prendre le... Non, ça c'est clair. On va voir entre nous, on va faire le leadership, hein, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas qu'à la dernière minute, il nous ravisse la vedette. Hein. Est-ce que ce n'est pas plus concret maintenant? C'est une proposition de créer un groupe WhatsApp. Comme ça devient maintenant... Mais vous êtes là, c'est tout. Plus concret. Ne me regardez pas. Hein. Voilà, parce que ça ne sert à rien de dire on va, on vient, on crée un groupe WhatsApp, en même temps, automatiquement, les gens interagissent là-dessus. Voilà. Le Niger a géré ça pour qu'on crée une organisation des pays francophones. Monsieur le SP, on note ça. Voilà. Et pour le centre régional aussi, on va se proposer. Voilà. Donc, je déclare maintenant fermer cette session. Je vous remercie beaucoup. On avait dépassé largement le temps. Et ici, je me permets quand même de remercier la directrice de l'IDC qui se tenait vraiment parmi nous ici. Elle est le project, comment on dit ça en français? Project exécutif. C'est le premier responsable du projet SNT. Ça, il faut quand même le noter. Elle est la première responsable du SNT. Et c'est elle qui a organisé le SNT depuis ce SNT 2023. Et elle est restée parmi nous jusqu'à la fin. Voilà. Moi, je n'y suis rien dedans. On m'a demandé de faire le modérateur, mais je l'ai fait. Mais là, tout revient à elle qui avait organisé du début, je pense que jusqu'à la fin. Hein? Parce que ce n'est pas encore terminé. C'est le premier jour. Sur ce, je vous remercie. Thank you so much for you. Oh, he started. Well, okay, but anyway, thank you so much for your times. Thank you so much, technician. Thank you so much for keeping this on the way. Merci beaucoup. À la prochaine fois, dans 2 ans.
Merci.